Là, je voudrais vous présenter Laurent Cartier. Nous avons discuté ensemble et cette discussion était extrêmement intéressante. Laurent travaille pour le laboratoire. Redites-moi le nom. Voilà, à Bâle. Et vous verrez, il y a vraiment beaucoup d'apports scientifiques dans ce qu'il va vous apporter. Mais ce qui est important, c'est qu'en fin de compte, Laurent va mettre l'humain au centre de sa démarche, au centre de la science. Et donc, il a une jolie phrase, et je vais la reprendre. C'est que vous allez vous apercevoir de la part d'humanisation dans lequel il se recentre sur l'aspect humain et l'impact humain. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci pour cette invitation aussi. Je ne vais pas beaucoup parler de certification de laboratoire, mais ça va plus être certification de tout ce qui est éthique, car c'est un terme qu'on utilise beaucoup. J'aimerais aussi rappeler qu'en fait, l'éthique, c'est rien de nouveau. On en parle depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais là, un exemple, c'était il y a 2000 ans. Il y avait Pline l'Ancien qui disait, à vrai dire, il n'y a pas de fraude ou de tromperie au monde qui rapporte plus que celle des pierres précieuses de contrefaçon. Rien de nouveau. C'est qu'on en parle plus, que ce soit les traitements, les synthèses, on a parlé de rubis de Genève et autres. Ce n'est pas un nouveau sujet. C'est juste qu'on l'aborde d'une autre façon et que c'est beaucoup plus médiatisé. Un autre exemple, à nouveau au temps romain, cet empereur a ordonné de brûler tous les livres décrivant la fabrication de pierres artificielles parce que c'était un tel problème, un tel fléau à Rome, il y a 2000 ans. Et donc, on trouve aussi dans beaucoup de bijoux anciens, que ce soit des perles d'imitation, mais aussi des pierres d'imitation, ils savaient déjà faire du verre et ils savaient aussi déjà dire aux gens que c'était des saphirs ou des vraies perles. Et en fait, ça n'en était pas. Donc l'éthique, c'est déjà assez ancien. L'éthique un peu plus récente, je pense à un livre, peut-être que vous l'avez vu, où il y a aussi eu beaucoup d'expositions. C'est un photographe brésilien très connu, Sebastião Salgado, qui a pris des photos absolument incroyables en 1986 au Brésil. Et c'était des mines d'or, probablement les plus grandes mines d'or avec des orpailleurs au monde. Il y a un livre aussi qu'on peut acheter. Les photos sont en noir et blanc, on a l'impression peut-être d'être au Moyen-Âge ou encore plus loin dans le passé. Absolument impressionnante et certainement aussi choquante pour des clients qui achètent des bijoux. Donc je pense que cette tendance de beaucoup parler de traçabilité, d'éthique, de développement durable, elle trouve un peu sa naissance là-dedans aussi parce qu'on est dans une culture qui est beaucoup plus visuelle aussi, où il y a plus d'informations qui se partagent. Et la continuation de ça, c'est le film Blood Diamond. Peut-être que vous l'avez vu, c'est une histoire fictive sur le rôle des diamants dans la guerre civile en Sierra Leone. Je vous montrerai à la fin de ma présentation un petit film de 9-10 minutes qui a été filmé dans la rivière en Sierra Leone dont il parle dans ce film. Ce film a été filmé en Afrique du Sud et tout n'est pas entièrement vrai ce qu'il y a dedans. Mais ça a certainement marqué et fait bouger l'industrie parce qu'il y avait des problèmes en République démocratique du Congo, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Angola. Et donc, il y a eu le processus de Kimberley et puis d'autres mesures qui ont été mises en place pour, quelque part, régler ce problème des diamants de conflit, ou blood diamonds, diamants de sang. Donc ça aussi, ça a vachement contribué à ce que les consommateurs posent plus de questions, que les marques, que les grossistes et que l'industrie aussi réagissent. On parle aussi beaucoup de développement durable, durabilité, qu'est-ce que ça veut dire, l'éthique. L'éthique, ça veut dire plein de choses pour plein de gens, donc ça peut devenir philosophique, ça peut devenir spirituel comme discussion. C'est assez compliqué. Et donc peut-être les questions, la façon dont moi j'aimerais encadrer ça pour aujourd'hui, c'est de se dire, bon, les pierres précieuses, les gemmes, les diamants, les perles, c'est une ressource limitée. L'extraction a un impact naturel et social. Un impact, il peut être positif ou négatif. On en a parlé avant, il y a la Sierra Leone, mais il y a aussi le cas du Botswana. Donc dans tout ce qu'on fait tous les jours, il y a des impacts positifs et négatifs. La question, c'est peut-être comment réduire les impacts négatifs et comment promouvoir les impacts positifs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui seraient d'accord de dire qu'on a envie de laisser une planète dans un bon état pour nos enfants et pour les futures générations. Et puis, quand on parle développement durable, étant donné que c'est une ressource limitée dans beaucoup de cas, comment est-ce qu'on peut faire afin que les pierres précieuses qu'on va extraire aujourd'hui,
elle contribue à un avenir post-exploitation minière où les gens peuvent en vivre. Donc il y a des zones, je prends par exemple, vous verrez plus tard dans le film en Sierra Leone, ça fait 100 ans qu'ils cherchent des diamants en Sierra Leone, il y a beaucoup de zones où il n'y a plus de diamants. La question est de savoir, est-ce que les diamants qu'on a extraits pendant 100 ans, est-ce que ça a permis de contribuer à une société, à une économie, à un pays qui peut donc vivre d'autres choses? Je prends toujours l'exemple par exemple de San Francisco. San Francisco a commencé avec l'or. Maintenant, San Francisco est une des villes les plus riches au monde. Donc, c'est peut-être un peu une illusion de rêver que ça puisse arriver pour toutes les zones minières, mais quand on parle développement durable et on parle l'avenir, ça pourrait être un peu un fil conducteur. Il y a plusieurs sujets qu'il faut aborder. Ça, c'est une mine de Madagascar d'or où j'avais passé pas mal de temps il y a bien 15 ans. Donc, c'est aussi ce que les journaux, des ONG vont parler, du travail d'enfants. Est-ce que c'est du travail d'enfants ou est-ce que c'est un manque d'alternatives ailleurs ou des enfants qui viennent simplement aider leurs parents? Je n'ai pas d'avis là-dessus et je ne veux pas vraiment prendre de position là-dessus, mais c'est certainement un sujet qui est très récurrent. Aussi, quand on voit les initiatives de marketing de producteurs de diamants synthétiques, de promettre il n'y a pas de trou dans la terre, il n'y a pas de travail d'enfants et tout est kosher, enfin tout est bon. La réalité, elle est souvent un peu plus complexe. Des questions environnementales, il y a des très beaux exemples de mines, et puis il y en a aussi, c'était une mine de diamants que j'ai visitée à Bornéo, en Indonésie. C'est un des gisements de diamants les plus anciens, donc ça fait plus de 1500 ans qu'on cherche le diamant en Indonésie. Les trous, à la fin de la saison, ils restent comme ça. C'est une petite surface, mais c'est sûr que c'est pas idéal. Ou bien à Madagascar, où c'est des très petits trous vers Ilakaka, où finalement l'impact est quand même assez réduit sur l'environnement. Il faut aussi dire que pour les gemmes, on n'utilise pas vraiment de produits chimiques comparé à l'or, où on va utiliser du mercure ou du cyanure, où c'est un peu plus compliqué. Donc les gemmes, les diamants, c'est moins risqué à ce niveau-là. Des questions économiques, on va en parler. Quel est le prix juste pour une gemme? On en a entendu parler ce matin pour les améthystes. Comment mettre un prix sur une gemme? Qu'elle soit brute, qu'elle soit taillée? Pour l'or, c'est assez simple. On peut dire qu'il y a le prix LBMA à Londres. On fait un pourcentage et on dit c'est ça qu'on donne. Un peu plus compliqué avec les gemmes. Et dans toute cette discussion d'éthique, ce qui me surprend, c'est qu'on parle beaucoup de la mine, on parle beaucoup des trous, on parle beaucoup des gens qui extraient les pierres, mais finalement, tout ce qui vient après, on en entend très très rarement parler. Tous les gens qui taillent les pierres, que ce soit ici des tailleurs en Inde, que ce soit des tailleurs de pierres de couleur en Inde ou en Thaïlande ou en Chine ou ailleurs, ou au Sri Lanka, des gens qui sont aussi des artisans, qui font un très beau travail, les gens qui créent les bijoux après. En fait, toute cette fascination avec le sujet de l'éthique, il est quand même très très fixé visuellement sur la mine, l'origine et d'où ça vient. Et je trouve ça un peu dommage, c'est pas pour rajouter des règles et des problèmes et des casse-têtes aux gens, mais c'est qu'en fait, il y a des histoires humaines aussi à raconter là-dessus. Et il y a beaucoup de gens qui font ça depuis multiples générations et qui sont très fiers de leur travail. Donc pourquoi on en est arrivé là ? Il y a plusieurs mouvements qui nous ont amenés où on est aujourd'hui, c'est que les consommateurs sont de plus en plus friands, de plus en plus informés et veulent avoir des réponses d'où viennent les produits, parce que finalement, quand on va acheter des bananes au supermarché, c'est marqué République dominicaine. Donc, c'est peut-être justifié qu'un client vienne en bijouterie, s'il achète un diamant ou elle achète un diamant à 50 000 € dans une bague et que le commerçant n'est pas capable de dire ça vient du Canada ou du Congo, on peut comprendre que ça puisse surprendre certains consommateurs. Donc, il y a cette tendance-là. Il y a les médias, les ONG qui sortent des rapports, qui parlent de ça, que ce soit de l'industrie du diamant, l'industrie des gemmes ou bien de la joaillerie. Donc il y a beaucoup plus de surveillance qui a eu lieu là-dessus. Il y a certaines, on pourrait dire même beaucoup d'entreprises qui sont très proactives et qui finalement veulent réduire les risques, mais qui veulent aussi faire en sorte que l'approvisionnement de gemmes est devenu tellement plus compliqué. Et maintenant, avec le Covid, que ce soit les perles ou les pierres de couleur, c'est très très compliqué de trouver de la matière brute et de qualité. Donc c'est une chose qui existe depuis longtemps, mais finalement, il y a beaucoup de marchands sérieux qui veulent avoir une belle marchandise, qui ont toujours traité les gens à qui ils achetaient des pierres, ils leur ont donné des bons prix, de bonnes conditions, afin d'avoir une bonne production. Donc ça aussi, c'est une réalité du marché qui n'est pas forcément la même dans les bananes ou dans le café.
Ensuite, il y a aussi les gouvernements, qu'ils soient africains, asiatiques ou même en Europe, qui veulent améliorer la gestion des ressources, qui veulent aussi taxer ces revenus-là, parce qu'il y a eu pas mal d'histoires de blanchiment d'argent et autres. Ou d'exportation informelle. Il y a les institutions internationales, donc comme les Nations Unies ou l'OCDE qui est à Paris, qui finalement stipule maintenant les règles pour tout ce qui est minerai et donc aussi les gemmes et les diamants. Quels sont un peu les risques qu'on peut, qui sont acceptables ou pas. Ils ont aussi beaucoup parlé de problèmes de blanchiment d'argent et aussi de contrebande. Donc c'est un sujet. Ça ne veut pas du tout dire que c'est un sujet qui est fréquent, mais ils en parlent. Et finalement, il y a eu donc une tendance ces dernières années de maintenant travailler sur la certification de l'éthique, des bonnes pratiques, de la traçabilité. Et là aussi, il y a tout un mouvement et tout un développement qui doit se faire sur comment est-ce qu'on mesure l'impact qu'on a. Et c'est pas pour emmerder tout le monde, mais c'est finalement, il faut une carte. Il faut savoir où on est et vers où on va. Et autrement, on encourt un risque que l'Union européenne vient d'annoncer là il y a 2-3 semaines, de dire ils vont interdire l'éco-blanchiment, donc le greenwashing, parce qu'il y a trop de sociétés qui disent voilà, ça c'est super écologique, ça c'est génial. Il n'y a pas de certification derrière. Ça ne veut pas dire que la certification c'est bien ou que c'est la solution. Mais il y a une tendance qu'il y a beaucoup de termes et de promesses qui sont faites, peu importe que ce soit dans les pierres ou dans les produits agricoles, et c'est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc c'est un peu complexe malheureusement. J'ai gardé des termes en anglais parce qu'ils ont surtout circulé en langue anglaise sur Internet, mais on a donc conflict diamonds ou blood diamonds, dirty gold à cause de tous les problèmes qui sont liés au mercure et ce qui est cyanure, blood rubies pour les rubis qui proviennent de Birmanie, donc il y a aussi certaines marques qui n'acceptent plus les pierres venant de Birmanie et certains pays. Conflict Gold à cause de tous les problèmes en République démocratique du Congo. Il y a une grande campagne aux États-Unis là-dessus. Donc là aussi, où il y a des gens qui sont allés en bijouterie pour demander d'où vient l'or. Et le retailer, le détaillant ne pouvait pas dire est-ce que ça venait du Congo, est-ce que ça vient d'Amérique ou autre. Et Genocide Gems, c'est les gemmes de génocide, c'est le terme le plus récent et en fait c'est à nouveau en Birmanie parce qu'il y a de la persécution de certaines populations et puis que le gouvernement militaire est un peu impliqué dans les gemmes, donc ça aussi c'est un terme qui a été utilisé pour certaines campagnes d'ONG. Lourd à digérer, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait ? À droite, j'ai mis peut-être les opportunités, parce qu'on parlait aussi d'opportunités avant, donc des choses qui seraient durables, écologiques, traçables, responsables, commerce équitable. Il y a plein de termes. La difficulté, c'est en fait de les définir. Donc, comme je vous ai dit, l'Union européenne veut un peu resserrer la vis là-dessus. Il y a une tendance qui se profile aussi, c'est qu'il y a pas mal de marques et d'entreprises qui ne font plus du greenwashing, mais qui font ce qu'on appelle du green hushing. Hushing, ça veut dire silence. Donc en fait, on n'en parle plus du tout de la politique RSE, on ne parle plus du tout parce que comme ça, on n'est pas exposé. On peut pas, voilà, c'est juste la marque, elle fait ce qu'elle fait, et que ce soit dans le bijou, dans la mode ou pour les voitures ou ailleurs. Mais que avec les médias sociaux et Internet, que ça devient assez compliqué aussi de gérer tout ça. C'était un peu technique, un peu lourd. Moi, ce que je vois là-dedans, parce que je vais aussi je suis dans pas mal de conférences et d'organismes qui discutent de ces choses-là, je trouve qu'il y a un peu un manque d'humanité. Ça, c'est un voyage que j'ai pu faire. J'ai pu aller en Birmanie plusieurs fois, à Mogok. Maintenant, on ne peut plus y aller. Mais c'est finalement d'échanger avec des gens qui travaillent, qui ont des mines depuis des générations, qui taillent les pierres depuis des générations, qui sont négociants en pierre depuis des générations, qui n'ont rien à voir avec l'armée et qui sont quelque part, comme beaucoup de vous, très passionnés des pierres. Et ça, moi, ça m'a toujours beaucoup touché. Ça m'a touché aussi quand, ça c'est le cinéma, c'est le marché du matin à Mogok qu'on appelle le Cinema Market parce que c'est à côté du cinéma. Il y a souvent des jeunes filles, parce que les femmes dominent le négoce à Mogok des pierres. Il y a des jeunes filles qu'on a pu rencontrer qui avaient 12-13 ans, qui vendaient des pierres. Elles savaient beaucoup plus sur les pierres que moi ou d'autres gémologues avec qui j'ai pu aller. Donc je trouve qu'il faut aussi avoir une certaine humilité, une certaine modestie. On peut se cacher derrière des termes et des certifications et autres, mais finalement, c'est quand même la perle la plus ancienne qu'on a pu retrouver à 8500 ans au Mexique. Donc après pour les pierres, peut-être que c'est un peu plus ancien ou pas, mais ça fait des milliers d'années qu'on est fasciné par les pierres, aussi pour les collectionner, pour le bijou. Il y a autre chose, il faut aussi mettre ça en avant.
Pour le secteur, donc après, j'aimerais vous parler un tout petit peu de ce qui se passe dans le secteur des pierres de couleur et après aussi des perles, parce que c'est une matière que j'apprécie particulièrement et je trouve que les questions de développement durable sont très pertinentes. Les pierres de couleur, le diamant, on en a déjà entendu parler, on est entre 10 et 20 milliards de dollars au détail par an. Très compliqué de savoir quel est le chiffre exact parce que les statistiques, il n'y en a pas tant que ça. On est aussi vraiment dans une complexité sur toutes ces questions-là parce qu'on a plus de 100 variétés de pierres de couleur. Donc les difficultés qu'on va devoir affronter avec les émeraudes ne sont pas les mêmes que pour l'améthyste ou pour la tourmaline ou un grenat qui vient seulement d'une mine. Donc c'est assez compliqué en fait de vraiment mettre en œuvre certaines pratiques. L'autre souci, peut-être que c'est aussi une opportunité avec les pierres de couleur, c'est qu'il y a entre 70 et 80% des pierres qui sont extraites par des petits artisans miniers, alors que dans l'or, c'est seulement 15%, ou dans le diamant, on est peut-être plus autour des 20%. Dans le diamant, il y a 5 producteurs dans le monde qui produisent entre 70 et 80% des diamants. Donc c'est très simple pour ces 5 producteurs de se mettre ensemble et de dire voilà les règles, voilà les normes. Comment on fait pour les pierres de couleur? Et donc il y a aussi tout un travail que l'industrie a commencé à faire avec des chercheurs de vraiment s'intéresser à d'où viennent les pierres, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les conditions. Ça reste compliqué, mais il y a des initiatives qui sont très constructives et positives et qui vont dans ce sens-là. Le premier défi, c'est donc les petites mines, que ce soit à Madagascar ou en Sierra Leone. Souvent, c'est des gens qui font ce travail seulement une certaine saison de l'année. Donc le reste du temps, ils sont agriculteurs, ils cherchent des pierres quand ils peuvent. Si dans le trou qu'ils creusent, il n'y a pas de pierre, ils vont quelques kilomètres plus loin pour creuser un autre trou. Donc comment certifier des choses comme ça? C'est pas comme une entreprise multinationale qui est cotée à la bourse et qui fait un projet sur 30 ans dans une mine où tout est clair. Donc c'est pas une excuse de ne rien faire, mais c'est une réalité que c'est assez compliqué de gérer ça. Une autre chose, c'est ça j'ai pu le voir aussi quand des ONG font des rapports là-dessus, ils ont l'impression qu'en fait l'industrie de la pierre et des bijoux ont envie de cacher plein de choses, que c'est voulu, qu'il y ait une opacité, qu'en fait il y a une envie de ne pas divulguer d'où viennent les choses. Mais en fait, si on regarde comment l'industrie est structurée, quand vous faites un collier ou vous avez des bijoux avec des pierres calibrées, vous allez chercher les pierres en fonction de la qualité et de la couleur. L'origine, ça va être pour une pierre de centre très chère. C'est un autre marché à nouveau de dire ça vient du Cachemire ou ça vient de Birmanie. Mais pour la majorité des cas, comme ici en Chine, c'est du tri de perles qui viennent de fermes d'eau douce, et ben ils prennent tout et après ils trient et ils font des colliers. Et ils s'en foutent de savoir de quelle ferme ça vient. Ou bien en Inde, là des émeraudes, c'est des lots qui viennent de Zambie. Ils ont acheté à plein de producteurs et de négociants et ils veulent avoir une qualité, des pierres calibrées, de savoir c'est du minor oil et la couleur est consistante et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc il y a un changement qui doit aussi avoir lieu là-dedans. C'est pas évident. Une autre spécificité que j'ai trouvée intéressante, ça c'était une photo que j'ai prise en 2006 à Madagascar. J'avais fait mon travail de master sur des gisements de rubis saphir. L'année d'avant, il y avait 5000 personnes dans cette zone. Ils sont venus d'Ilakaka, ils pensaient que waouh, il y a des très belles pierres, quelques belles pierres ont été trouvées. Un an plus tard, il n'y avait plus personne. Ils avaient sorti ce qu'il y avait à sortir et il n'y avait pas grand-chose à sortir. Donc là aussi, il faut un peu... La mine, c'est pas comme la mine de la De Beers au Botswana où on sait qu'il y en a encore pour 50 ans. C'est un peu plus complexe. Pas toujours, mais ça l'est des fois. Commerce équitable, on en parle beaucoup et pour les pierres, c'est pas encore arrivé de façon certifiée. Mais pour l'or, oui, c'est arrivé en 2011. Il y a d'autres initiatives aussi comme ARM ou Swiss Better Gold Initiative. Il y en a d'autres où ils essayent de travailler avec donc, les petits orpailleurs et de leur donner un prix juste pour l'or. Donc ça existe en Suisse. Ça a commencé en 2014. C'est plus cher que l'or traditionnel et pour l'or Max Havelaar qui fait des roses, du café, des bananes et d'autres produits, ça a du mal à trouver son envolée. Pourquoi? Je me suis aussi posé cette question-là à Madagascar avec des gens avec qui on travaille sur ces sujets-là. J'ai trouvé une jolie citation aussi d'un géologue qui disait que la recherche de gisements alluviaux de diamants a souvent été une simple question de chance.
Donc, quand vous voulez commencer une plantation de bananes ou de café, eh ben vous savez à peu près où la mettre, vous savez quels sont les risques climatiques et de sol, et c'est assez simple d'aller, ils vont pas aller voir une banque, mais c'est assez simple de savoir, ma récolte, elle va valoir entre temps et temps. Quand vous allez commencer dans les gemmes, il y a énormément de gens qui ont perdu beaucoup d'argent à investir ou dans des mines de gemmes ou dans des fermes perlières, parce que c'est très très compliqué de modéliser, de savoir ce que vous allez en tirer. Je parle maintenant pour des petits gisements, je ne parle pas pour les mines de Gemfields ou Foura ou autres, ou en Colombie pour les mines d'émeraude, où les géologues vont pouvoir estimer à peu près la taille de la ressource. Donc il faut comprendre que ce n'est pas la même chose, un produit minier et un produit agricole. Il faut aussi voir cette question de prix. Ça, c'est des péridots qu'on avait vus en Birmanie. Quel est le prix juste ? Parce que le prix juste d'une pierre, c'est en fait là où l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord. Pour l'or, ils ont défini ça de dire c'est 95% du prix LBMA du jour. On pèse l'or, on regarde la pureté et le prix il est calculé. Donc c'est vachement plus simple. Et il y a un premium, donc si c'est de l'or écologique, ça va être 15% plus cher. Pour l'or commerce équitable, il y a un premium de 10%. Donc ils ont vraiment pu faire une échelle comme ça. Quand vous prenez les pierres, et ça c'est un exemple aussi à Madagascar, j'avais vu ça, il y avait quelqu'un qui était venu qui m'a dit « Ah, j'ai découvert une nouvelle mine de rubis ». Et ben en fait, c'est des corindons opaques qu'on ne peut même pas traiter, et donc il n'y a rien à faire. Ça vaut $0. Il y a d'autres pierres, ça peut valoir des millions. Donc là aussi, on n'est pas sur une mono-ressource ou une mono-qualité dans la ressource. Une autre image, à gauche, vous reconnaissez peut-être, c'est un des saphirs les plus connus au monde, c'est le saphir de Rockefeller, qui a été vendu chez Christie's il y a une dizaine d'années. Il a plus de 100 ans, depuis que la première fois qu'il a été vendu. Il est encore en l'état, il n'a pas changé. On peut le retailler légèrement s'il faut. Les bananes, après 2 semaines, il n'y en a plus vraiment. Donc là aussi, cette question de durabilité, en fait, les pierres à la fin, on ne va pas les jeter, même s'il y avait une vidéo récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, à Surat, il y avait des gens qui jetaient des pierres synthétiques, des diamants synthétiques dans la rue parce qu'ils ne savaient plus quoi faire avec. Je ne veux pas rajouter à la polémique, mais ça me faisait penser à ça. Donc cette question de renouvelable et durable, finalement, les pierres, elles sont retaillées, elles sont revendues et elles trouvent leur chemin. Winza, une mine qui a produit des rubis absolument fabuleux entre 2007, 2008 et 2010, en Tanzanie. Il y a des pierres à plusieurs millions de dollars qu'on a vues au laboratoire, plus de 10 carats, 20 carats, des pierres exceptionnelles. Il n'y en a pas tant que ça. 2-3 ans de production, c'était fini après. C'était pas fini pour des raisons politiques, c'était fini pour des raisons géologiques. C'était un gisement qui était très proche de la surface, quelques très belles pierres, beaucoup de gens y sont allés, c'est fini, il n'y a plus rien. Et à droite, vous voyez, ça c'est une photo que Vincent a prise de comment c'était à l'époque. Donc ça aussi, il faut un peu le prendre en compte. Un autre exemple, les saphirs du Cachemire. C'est quand même vachement intéressant de se dire que les saphirs du Cachemire, en moyenne, c'est de bonne qualité, c'est les plus chers au monde aux ventes aux enchères. Il n'y a plus de production minière depuis 1930, production minière importante. La vaste majorité des stocks de saphirs du Cachemire ont été extraits au 19e siècle. Et pourtant, ça se vend pour des millions et des millions de dollars. Donc finalement, c'est des pierres qui sont recyclées à l'infini. C'est intéressant aussi quand on parle du développement durable ou de la durabilité. Et un des trucs qui m'a parce que je ne suis pas négociant, je ne suis pas marchand, mais j'étais à Jaipur il y a quelques années, et par curiosité, j'ai demandé à un marchand qui avait des tsavorites, je lui ai demandé, il ouvrait son stock, et on parlait un peu de ces sujets-là, et je lui ai demandé, est-ce que tu peux me dire de quelle année, quelle production et d'où ça vient ? Et il a commencé à essayer de trier, il m'a dit, bon ça je pense que c'est 2008, ça 1989, mais peut-être, ça 1997, et les autres en bas c'est un mix. Ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas tracer les pierres, c'est juste que le marché, jusqu'à présent, ne lui a jamais demandé ça. Il n'avait aucun intérêt à faire ça parce que finalement, lui, ses pierres, il les vend en fonction des qualités et des couleurs qu'il a. Donc ça pose aussi une question qui est évoquée fréquemment. Si on commence maintenant à certifier des pierres pour dire elles sont éthiques, et j'aimais bien l'intervention ce matin de dire finalement c'est pas la pierre qui est éthique, la pierre elle n'a rien demandé. C'est comment est-ce qu'elle a été extraite, vendue et autres. Qu'est-ce qui se passe avec tous les anciens stocks ? En 2003, donc les Nations Unies se sont rassemblées pour faire le processus de Kimberley. Donc c'est pour, à l'exportation, les diamants bruts sont certifiés par les gouvernements
pour dire, dans ce shipment, il y a tant de carats de pierres brutes, elles viennent de Sierra Leone, et hop, ça part en Inde, à Anvers ou ailleurs. C'est donc seulement, ce processus a été pas mal critiqué ces dernières années, que ce soit à cause de la Russie ou parce que ça n'allait pas plus loin dans les droits humains et autres, mais finalement ça ne sert qu'un but, c'est de certifier le pays d'exportation des pierres brutes. Et après cette information, quand la pierre est taillée, elle se perd, mais les tailleurs, ils vont continuer à marquer sur leur facture que c'est du Kimberley et puis que ça ne vient pas de zone de conflit. Un problème que j'ai pu remarquer depuis 15 ans, c'est que beaucoup de gens disent « tous mes diamants sont Kimberley Process, donc j'ai que des diamants éthiques ». Voilà, c'est pas pour critiquer ces personnes-là, mais c'est un raccourci qui a souvent été fait. Après, voilà, Kimberley veut dire une chose, mais ça ne veut pas tout dire non plus. Il y a le RJC, il y a CIBJO, il y a l'OCDE qui mettent des règles en place pour ça. Il y a aussi un lien, et là intervient plus le travail, on va dire, de laboratoire géologique, c'est la traçabilité. On fait déjà de la détermination d'origine, mais il y a tout un intérêt maintenant de tracer les pierres, de marquer les pierres. Technologiquement, c'est possible, à voir comment intégrer ça en fait dans le flux de pierres et comment ça traverse le marché. La définition de la traçabilité, c'est finalement la capacité d'identifier et de retracer l'historique, la distribution et la localisation et l'application des produits. Le but étant, si vous avez ces informations-là, vous pouvez aussi répondre à votre client. Pour les diamants, c'est rien de nouveau. En 1942, il y avait Frank Chesley du MIT qui a publié un article où il voulait faire de la détermination d'origine de diamants. C'est toujours pas possible aujourd'hui, mais ça montre que c'est un sujet qui a été étudié depuis longtemps. On a nous aussi, et puis il y a quelqu'un ici d'Obsidia, voilà, on avait collaboré avec l'entreprise Obsidia qui fait des marquages en fait laser sous la surface. Donc l'idée, ce que Eddy montrait, si c'est sur la surface, eh ben on peut l'enlever et on peut regraver quelque chose. Même chose avec les QR codes, mais on s'est amusé à faire des choses comme ça. Et là, Obsidia, ce qu'ils ont fait, ce qu'on a testé sur les pierres de couleur, ils le font déjà sur les diamants, c'est de le faire sous la surface. Donc, il faut enlever pas mal de matière pour pouvoir enlever la gravure. Ce que beaucoup de gens ne voudraient pas faire. Donc, ça pourrait être une approche. Alors, la question pour moi, avec tous ces trucs de traçabilité et de technologie, à la fin, c'est ça sert à quoi ? Et si on revient à l'humain, c'est comment est-ce que les pierres et ces nouvelles technologies, comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à une forme de réduction de pauvreté ou de développement économique comme au Botswana et à la préservation de l'environnement. Voilà, je vous laisse ça comme question, je n'ai pas la réponse, mais je trouve qu'elle est importante. Et c'est là que je vais vous parler un peu de perles. Ça, c'est un article qui a été sorti il y a bien 10 ans. On avait publié dans une revue scientifique un article sur l'impact positif de la perliculture et un journaliste a un peu repris l'idée. Est-ce que vous voulez un océan propre, porter plus de perles? C'est très marketing, c'est un raccourci assez sévère, mais voilà, ça montre qu'il y a un potentiel avec les perles de faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la perle? On a les perles fines depuis plus de 8000 ans. Ça a souvent été comme ceci, comme au Sri Lanka, où les gens pêchaient des milliers d'huîtres. Il fallait en ouvrir des milliers et des milliers pour trouver une perle fine. On a surpêché. Et heureusement qu'au début du XXe siècle, on a découvert comment cultiver les perles. Et ça, c'est par exemple une ferme perlière à Tahiti où vous voyez qu'il y a aussi des coraux qui repoussent, il y a des poissons. Et donc, ça a permis aussi à une plus grande population de s'acheter des perles de culture. J'ai fait mon doctorat là-dessus et c'est pour ça que je vais vous en parler un tout petit peu. J'avais cette question dans la tête de me dire, mais est-ce que les fermes perlières, c'est vraiment durable ou pas? Et le monsieur qui est à gauche là sur la photo, c'est un expert en poissons et je l'ai appelé, je lui ai demandé est-ce qu'il n'y aurait pas une méthode pour voir ça. Et donc il m'a appris, parce que lui est expert en poissons, à compter les poissons. Et on s'est amusé pendant 3 semaines à plonger 6 heures par jour, pas aussi profond qu'en Corse, et à compter les poissons. Et donc on a compté les poissons dans des zones où il y avait des fermes perlières et dans des zones comparables où il n'y avait pas de fermes perlières. Et le résultat, en fait, c'était qu'il y avait plus de poissons autour des fermes perlières. Pourquoi? Parce que les fermes perlières, il n'y avait pas de pêche, donc ça protégeait les poissons. Et les petits poissons pouvaient se cacher dans les paniers. Et il y avait plus à manger parce qu'en fait, là, dans cette ferme perlière-là, ils laissent les poissons nettoyer les huîtres, parce qu'il faut régulièrement nettoyer les huîtres parce qu'il y a des algues dessus, et ça fait plus à manger pour eux. Et donc c'était vachement intéressant, c'est de se dire que là, on n'est pas dans une minimisation de risque, mais on est potentiellement dans une approche où on peut même
aider, soutenir, repeupler la biodiversité. Voilà, donc c'est une autre approche. C'est pas en concurrence avec les pierres ou les diamants, mais c'est juste pour ouvrir, pour vous donner une autre perspective là-dessus. Et avant de vous montrer le film, j'avais juste 2 citations que j'ai trouvées, que je trouvais intéressantes. Jochen Zeitz, c'était le PDG de Puma pendant beaucoup d'années, la marque de sport. Et donc le développement durable, il ne s'agit plus de faire moins de dégâts, mais il s'agit de faire plus de bonnes choses. Voilà, donc peut-être que ça, c'est une façon d'approcher ce sujet-là, et un rapport McKinsey qui montrait aussi que dans les prochaines années, il y a quand même une tendance d'une nouvelle génération qui veut avoir plus d'informations et qui veut être sûre que quand elle achète un produit, que ça n'ait pas d'impact négatif, mais que ça ait un impact positif. Donc l'industrie commence à réagir, mais je pense qu'on va voir encore pas mal de développement ces prochaines années dans cette direction-là. Et une autre citation d'une designeuse belge que je trouvais intéressante, c'est qu'il ne faut pas oublier que le bijou, quelque part, il y a de l'émotion. Le bijou, c'est aussi une histoire. Les pierres, c'est une histoire. C'est des gens. Et c'est pas juste un produit mort sans histoire. Donc, quand on parle certification, n'oublions pas aussi qu'il faut faire vibrer les émotions des gens. Et même moi, travaillant en laboratoire, je suis tous les jours émerveillé par la beauté des pierres qu'on voit. Et c'est ce qui nous nourrit tous les jours. C'est pas juste un autre produit. Et chaque pierre est unique et différente. Voilà quelques images aussi de voyages que j'ai pu faire, et c'est vraiment de penser, on voit un certificat, on dit que c'est OK, on dit que c'est Kimberley Process, je ne sais pas quoi, mais derrière, il y a quand même des gens. Il y a des gens qui ont façonné ces pierres, il y a des gens qui les ont extraits, des fois c'est bien, des fois c'est mal, mais c'est une réalité. Et maintenant, je vous laisse sur cette citation, une dernière citation de Jane Goodall qui avait fait beaucoup avec les chimpanzés et qui continue à faire énormément sur les chimpanzés. C'est en anglais, mais en fait, c'est juste pour dire que tous les jours, tout ce qu'on fait, il y a un impact. Il y a des impacts positifs et négatifs, mais tous les jours, on a le choix de diriger un peu les impacts qu'on a et ce qu'on a envie de faire de nos vies, finalement. Et est-ce qu'on a envie d'être passionné de GEM ou pas? Et je voulais finir sur un petit film que j'ai pu tourner juste avant le Covid en Sierra Leone, donc avec des gens qui plongent pour chercher des diamants, c'est très rare. Ils plongent dans la rivière Sewa, qui est la plus grande rivière de Sierra Leone. C'est un peu l'histoire du film Blood Diamonds, mais je voulais la raconter un peu différemment. Et la philosophie, vous verrez, le film est en anglais, j'ai pas eu le temps de le traduire et de mettre des sous-titres en français, mais c'est finalement d'humaniser aussi un peu toutes ces questions de traçabilité, de d'où viennent les pierres, et que quelque part, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qu'ils puissent aussi raconter leur histoire à eux. Voilà. Si tu peux te mettre plus au milieu. Ouais, donc s'il y a des questions... Avez-vous des questions et un micro? Voulez-vous un micro? Bonjour, je voulais vous remercier pour ce magnifique film qui nous a montré le seul diamant qui pour moi est réellement éthique, parce qu'il est exploité dans des conditions où il y a très peu d'énergie. J'allais dire, bon, il n'y a pas de fabrication, c'est formidable, c'est le diamant éthique. Voilà, merci. Alors, madame. Ma question, bonjour. Oui, effectivement, c'est super. Est-ce qu'ils vous ont appelé pour vous dire qu'ils ont trouvé et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que l'éthique, c'est aussi la chaîne d'après, parce qu'ils le vendent au sponsor. Le sponsor, on ne sait pas trop qui est. Qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce que vous avez des nouvelles? Parce que depuis le Covid, ça fait au moins 5 ans. Oui. Vous avez des nouvelles? Ils sont encore... c'est des gens que j'étais la première fois en Sierra Leone en 2007, donc je les connaissais depuis, en partie, par exemple Ibrahim, ça faisait 12 ans que je le connaissais, donc on avait beaucoup échangé, j'y suis retourné plusieurs fois parce que ça m'intéressait et puis que j'aime beaucoup la Sierra Leone. Il y a des hauts et des bas, il n'y en a aucun qui a encore trouvé le diamant où il va devenir millionnaire, et en fait, peut-être que vous avez pu voir ça dans le film, je ne veux pas prendre parti en fait, parce que même s'ils devaient trouver un diamant qui vaut 1 million, il est possible que l'argent, ils n'ont pas de compte en banque, ils ne savent pas quoi en faire, il y en a qui deviennent marchands, mais c'est un rêve qu'on a tous en nous, peut-être quelque part de devenir riche. C'était la même chose pour les orpailleurs dans le Yukon, en Guyane, à San Francisco et ailleurs. C'est pour montrer cette complexité de l'éthique et de l'humain en fait dans tous ces sujets-là.
Donc oui, certainement, s'il y a un grand diamant, ils me diront, moi j'achète pas de diamant, je suis pas négociant, donc je suis pas un client potentiel, mais je vais certainement retourner. J'ai pas eu l'occasion depuis le Covid, mais aussi d'aller montrer le film là-bas. Moi, la première fois que j'ai vu le film Blood Diamond, c'était en Sierra Leone, dans le village qui est juste à côté de cette rivière, et c'était trop sympa comme ambiance. Il y avait le bruit du générateur derrière, il y avait 20 enfants devant, et ils regardaient Blood Diamond, ils trouvaient ça incroyable comme film. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de certaines entreprises qui font de l'or éthique, entre guillemets. Et sur votre slide, il y avait écrit que c'était de l'or qui avait été extrait sans mercure et sans cyanure. Est-ce qu'il y a d'autres critères sur lesquels ils se basent pour qualifier leur or d'éthique? Alors, l'or éthique... Il faut à nouveau faire un peu attention au terme éthique, parce que éthique, ça veut dire plein de choses à différentes personnes. L'or commerce équitable ou l'or ARM, qui se vend encore un peu plus qui peut s'acheter en France aussi, finalement, c'est de l'or, le produit de base, c'est où il y a il y a un travail, il y a de la sécurité, il y a des prix justes qui sont payés, mais ils ont le droit d'utiliser certains produits chimiques. Et il y a certaines mines, par exemple en Colombie, où ils n'utilisent en plus pas ni mercure ni cyanure, et là, donc, il y a un premium encore de 15% en plus. Mais la majorité de cet or éthique, c'est de l'or où il y a du commerce équitable, ils ont été rémunérés à juste valeur, il y a des normes de sécurité importantes et tout ça, mais ils sont encadrés dans leur utilisation de produits chimiques, qui veut dire qu'il n'y a pas non plus de dégâts ou de conséquences environnementales. Mais là aussi, chaque programme est légèrement différent dans leur façon d'aborder ça, et je pense qu'après 20 ans maintenant de travail que beaucoup de gens ont fait là-dedans, ils ont remarqué que quand on travaille avec ces petits orpailleurs, ces mineurs, il faut être assez pragmatique. Et c'est la même chose dans les pierres de couleur. Il y a par exemple un projet qui s'appelle Moyo Gems en Afrique de l'Est. Eux aussi, ils ont compris qu'il fallait être assez pragmatique, parce qu'il n'y a pas une règle qui vaudra pour tous les pays, toutes les mines, tous les trucs. Ouais. D'accord, donc ils s'engagent à la fin. Il y a un engagement. Par exemple, pour commerce équitable et ARM, il y a aussi de la certification, il y a des audits. Ça a un coût, donc ça veut dire qu'il y a certaines coopératives qui ne veulent pas ou peuvent pas en faire partie. Donc là aussi, c'est la question de savoir, est-ce que s'il y a des certifications qui sont mises en place, est-ce qu'elles sont abordables pour tout le monde ou pas? Merci pour la présentation. Je rebondis sur la question. Et du coup, au niveau de cet or éthique, qu'en est-il de la certification? Parce que j'imagine que quand il est il est vendu par les personnes qui ont lancé ces démarches-là, j'imagine qu'il y a un tampon, un label, quelque chose comme ça, mais une fois qu'il est utilisé sur des bijoux, par exemple, comment on peut continuer à avoir la traçabilité en fait, il y a un poinçon aussi, donc ils ont mis tout un système en place, et il y a des fonderies en France, il y a aussi des négociants en métaux. Il y a par exemple Patrick Schein qui travaille depuis 20 ans là-dessus, et Shaima avait fait un podcast avec Patrick sur ces sujets-là, donc si ça vous intéresse plus, je pense que c'est un bon podcast à écouter. En fait, c'est vraiment de dire que l'or est exporté à une certaine personne qui est aussi certifiée, à une fonderie qui est également certifiée, et il y a un bijoutier qui va créer un bijou qui lui aussi est certifié, et donc il peut utiliser cet or. Et il y a un petit poinçon, donc le consommateur saura que c'est de l'or qui vient de source éthique. Voilà. Une question. Oui. Pour rebondir sur cette question juste à l'instant, j'ai entendu personnellement parler d'augmentation de prix pour le client final entre x2 et x3 pour de l'or éthique, alors que vous parlez dans la présentation au niveau des rémunérations d'un bonus de 10 à 15%. Donc du coup, le reste, c'est pour qui? Après, moi, je ne peux pas parler pour les détaillants, pour les gens qui en vendent. Le modèle de ce que j'ai su, je ne suis pas non plus expert en or, donc ce n'est pas quelque chose que je travaille tous les jours. À la base, c'était 10% de premium pour l'or éthique, et ils ont changé sur un système parce qu'il y avait tellement de fluctuations dans le prix de l'or, de se dire, on le fixe à $2000 par kilo, le premium qui est reversé à la communauté ou aux mineurs. Après, est-ce que les bijoux sont plus chers? Oui, c'est possible, mais c'est comme quelqu'un peut faire des bijoux avec des diamants synthétiques qui sont écologiques, durables et je ne sais pas quoi, et il faut se poser et vendre une bague à $10 000. Est-ce que ça, c'est éthique ou pas? Il y a des questions aussi d'éthique en fait vis-à-vis du consommateur final. C'est pas du tout pour parler de l'or, mais en général, j'ai remarqué ça des fois aussi, des pierres de très très mauvaise qualité avec des émeraudes et des bijoux qui se vendent à $20 000 alors que la pierre elle en vaut 50. Est-ce que ça c'est éthique? Voilà, c'est des questions importantes qu'il faut se poser. Donc, vous parlez de l'or qui est tracé, mais il y a aussi une émergence qu'on voit pas mal. C'est sur l'or recyclé, des bijoux anciens qui sont refondus, qui sont
pas trop chers, qui sont pas forcément d'une qualité, d'une finition incroyable, mais pourquoi les payer plus cher là, alors que c'est vendu comme un or éthique? Je parle dans le sens, juste en terminologie, de refondre du bijou ancien. Comment cet or qui va être beaucoup plus cher va pouvoir prendre le pas sur ce bijou recyclé? L'histoire, l'émotion et... Oui, mais le porte-monnaie du client aussi. Oui, il y a ça, mais donc l'or recyclé, c'est un vrai casse-tête parce qu'il y a des gens qui mettent ça en avant pour dire c'est super écologique alors que l'or, ça se recycle depuis la nuit des temps. La question aussi, c'est de savoir, et il y a beaucoup de discussions en ce moment, comment définir l'or recyclé. Mais aussi tous ces termes d'éthique, de durabilité et tout ça, dans les pierres aussi, il faut qu'il y ait des instances internationales, par exemple CIBJO, qui définissent bien ces termes pour qu'on parle tous du même langage. Et donc avec l'or recyclé, en fait, je peux prendre de l'or que j'ai acheté il y a 1 minute, je le refonds et c'est de l'or recyclé. Ou ça pourrait être de l'or de la Deuxième Guerre mondiale, ou ça pourrait être l'or qui date d'il y a 500 ans. Donc il faut aussi être transparent quelque part sur l'impact que ça a. Et l'argument qui revient souvent, c'est comme avec les diamants naturels, de se dire, si on fait plus que de l'or recyclé, mais l'or recyclé ne répondrait pas à tous les besoins d'or qu'on a sur Terre, qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour les gens en Sierra Leone qui extraient pas seulement des diamants, mais aussi de l'or, et qui, quelque part, ont besoin de ces ressources-là pour se développer économiquement. Ouais. Il y a une dualité et il y a des arguments de vente de certaines marques, de gens qui sont absolument convaincus qu'il n'y a qu'une chose qui est vraie ou qu'il y a ça. Le monde il y a beaucoup de diversité, les solutions sont hybrides, les approches aussi. Et pour chaque client, je pense que tant qu'il y a de la transparence et qu'on communique clairement sur ce que c'est le client qui choisit à la fin. Merci.